Notre sécurité, c'est l'expérience. On va présenter en spectacle une figure, même si le risque zéro n'existe pas, on va savoir se rattraper, on va savoir tomber, ça fait aussi partie de la formation. Ce qui reste des civilisations qui ont disparu, c'est tout ce qui c'est la culture. C'est les œuvres d'art, l'architecture, la musique. Je regardais les spectacles quand j'étais petit, je voyais mes parents, mon grand-père faire des choses incroyables sur la piste. Ensuite, je les voyais s'entraîner, donc je comprenais que si je voulais les rejoindre, il y avait tout un travail à produire avant. Donc on comprend très jeune que si on veut accomplir quelque chose, il faut avoir une vision sur le long terme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour une fois. Pour chaque épisode, je reçois un invité et nous allons parler de sa foi, de son expérience de la foi et de ce qu'il peut peut-être apporter à ceux qui nous écoutent. J'ai la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui Charles Gruss. Je ne sais pas s'il faut dire votre âge. Vous pouvez, hein. J'ai 31 ans. 31 ans, voilà, exactement. Et vous êtes l'un des membres de la célèbre famille Gruss, du cirque Gruss. Alors, je vous remercie déjà d'être venu ici pour répondre à ces questions. Et puis, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui vous êtes et ce que vous faites? Avec plaisir. Bonjour Monsieur l'abbé, merci de m'inviter dans votre émission. Je suis très heureux d'être ici. Alors j'ai la chance de faire partie d'une magnifique famille, la famille Gruss. Nous sommes une famille d'artistes. Je suis la 6e génération de cavaliers dans ma famille. Et nous avons un véritable savoir-faire équestre qu'on se retransmet de père en fils et qu'on ne cesse d'essayer de faire évoluer et de faire prospérer dans cette société qui est en perpétuel mouvement. Alors, donc, vous dites 6 générations, c'est-à-dire que qui a fondé le cirque Gruss? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Ça a commencé avec l'arrière-grand-père de mon grand-père, qui était André-Charles Gruss, qui était tailleur de pierre en Alsace. Donc voilà, la famille Gruss vient d'Alsace, nous sommes français. Et donc c'était un tailleur de pierre qui avait un domaine là-bas, et c'était une époque où, donc en 1854, où les cirques, les saltimbanques se déplaçaient de ville en ville avec leurs roulottes et leurs chevaux. Et en hiver, il fallait qu'ils trouvent refuge chez l'habitant. Et donc, monsieur André-Charles Gruss avait recueilli pour l'hiver, dans sa maison, une famille de saltimbanques, la famille Martinetti, qui venait d'Italie. Et pendant les longues soirées d'hiver au coin du feu, il est tombé amoureux de l'écuyère, Maria Martinetti. Et au moment de repartir sur la route, au printemps, il a décidé de vendre tous ses biens et de partir à l'aventure sur les routes avec l'écuyère italienne. Donc c'est une histoire d'amour. C'est ça. L'histoire de notre famille a commencé avec une magnifique histoire d'amour. Et depuis qu'André-Charles Gruss s'est marié avec cette écuyère, le nom Gruss est associé au monde du spectacle et au monde des saltimbanques, spécialisés dans les chevaux. Alors, j'invite évidemment tous ceux qui regardent, qui ne vous connaissent pas, à aller regarder sur Internet. Il y a des magnifiques vidéos pour voir un peu ce que vous faites. Mais donc, quelle est, vous, votre spécialité? Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les jours? Alors, ma spécialité, c'est la voltige équestre. Donc, on a un vrai savoir-faire, une vraie manière de voltiger sur les chevaux qui est propre à notre famille, qu'on se retransmet vraiment. Mon grand-père le faisait admirablement bien. Ensuite, mon père est devenu le meilleur jongleur à cheval du monde. Donc il avait réussi à allier ce savoir-faire équestre, cette manière de voltiger debout sur les chevaux, avec ce savoir-faire saltimbanque que lui avait appris sa mère, donc Gypsy Gruss, ma grand-mère, qui était jongleuse, équilibriste, et fil de ferriste aussi, c'est le nom qu'on donne aux funambules. En fait, les funambules, c'était ceux qui étaient sur des très grandes hauteurs avec un balancier. Et fil de ferriste, c'est ceux qui faisaient des figures plus acrobatiques, plus dansées sur un fil qui était à 2-3 mètres. Et donc,
avec le mariage de mon grand-père, qui était vraiment le savoir-faire équestre, et Gypsy Grus, qui venait vraiment du milieu saltimbanque, qui vient de la famille Bouglione, on a vraiment réussi à fusionner ces deux univers du cheval et des arts du cirque. Alors, moi j'ai assisté à l'un de vos spectacles et c'est vrai qu'il y a des numéros incroyables quand vous êtes avec votre frère, parce que vous avez un frère. Alors, je ne sais plus si vous êtes jumeaux. Oui, c'est C'est un ça, frère voilà, parce que jumeau. vous ressemblez énormément, mais donc, et vous êtes chacun debout sur un cheval au galop qui tourne autour de la piste. Et non seulement vous faites des figures, vous jonglez avec des torches enflammées, debout sur le cheval au galop, et vous passez les torches enflammées d'un cheval à l'autre. Alors ça donne un truc assez incroyable, quoi. C'est ça, C'est- on a la chance d'avoir un métier magnifique où on a des possibilités extraordinaires. Et, on a toujours ce défi de, de reprendre cet héritage, ce savoir-faire qu'on a et de pouvoir le faire évoluer. Et Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus dangereux peut-être. après, le danger, nous, on arrive à l'apprivoiser, parce qu'on n'est pas des casse-cous. Et notre sécurité, c'est l'expérience. On va présenter en spectacle une figure, même si le risque zéro n'existe pas, on va savoir se rattraper, on va savoir tomber. Ça fait aussi partie de la formation. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le milieu du cirque, d'ailleurs, comme c'était mon cas avant que vous me racontiez un peu plus, et vous me fassiez visiter même les écuries, euh, c'est quoi la différence entre le cirque Grus et les autres cirques que l'on connaît, qu'on voit passer dans les villages l'été, etc. Le cirque Zavata, vous avez le cirque Bouglione. C'est quoi un peu les différentes structures qui existent aujourd'hui en France? Alors, aujourd'hui, le terme cirque est devenu extrêmement vaste. Vous avez du cirque contemporain, notamment le cirque du Soleil. Il y a aussi du cirque traditionnel. Donc le cirque traditionnel, souvent, il y a l'espace scénique, la piste, qui est à l'origine vraiment, qui a été créée pour les chevaux. Et donc maintenant, il y a énormément de formes de cirque diverses. Nous, on a une véritable identité artistique qui est le savoir-faire équestre et le fait de travailler en famille. Et donc nous, on va vraiment mettre l'accent sur cette particularité-là. Donc, il n'y a que des membres de votre famille qui travaillent dans le cirque. Enfin, qui Alors, font des numéros du cirque. c'est ça. Tout ce qui est performance et partie artistique, c'est la famille. Après, selon les créations, on va parfois s'associer. Là, dans le spectacle actuel, on a deux comédiens qui permettent de raconter l'histoire de la famille avec les codes de la comédie musicale. Mais sinon, on a une vraie dynamique de création de spectacles. Ça, c'est quelque chose. Cette année, c'est notre 50e spectacle à Paris, depuis l'époque où mon grand-père Alexis Grus s'était installé en 74 et avait vraiment réussi à. Au cirque d'hiver. Non, c'était le cirque Grus à l'époque. D'accord. Donc maintenant, ça s'appelle les Folies Grus, parce que justement, on avait envie euh, de mettre l'accent sur notre identité et de plus être. Pour pas que les gens pensent au cirque, animaux sauvages, tout ça. Alors, d'ailleurs, on reviendra sur cette question, mais juste pour revenir, pour conclure sur la question précédente, est-ce qu'il y a plusieurs cirques Grus? Parce qu'on a l'impression qu'on en voit un peu à droite à gauche. Alors, il y a un autre cirque avec l'enseigne Grus qui s'appelle Arlette Arlette Grus, Grus, voilà. voilà. Donc, C'est la même famille. oui, c'est la même famille, c'est des cousins. Donc, eux, ils font leur spectacle de leur côté. Et nous, voilà, chacun fait son chemin. Et dans les autres cirques, en fait, eux, les autres familles de cirques font plutôt appel à des troupes extérieures, c'est ça, pour Ça, différents alors, numéros? on est une des dernières familles de cirque qui présente le spectacle tous ensemble. Sinon, la plupart des établissements, ils vont engager des numéros qui viennent du monde entier pour composer un spectacle. D'accord. Et alors, donc vous avez dit que les spécialités, c'est que vous faites ça en famille, et deuxièmement, c'est les chevaux. Parce que en fait, la totalité du spectacle est faite, enfin, ou quasiment, est faite avec des chevaux. Donc, vous avez combien de chevaux, par Alors, exemple? nous avons une magnifique écurie de 50 chevaux qui font vraiment. On dit qu'ils font partie de la famille. C'est notre trésor. On prend soin d'eux comme la prunelle de nos yeux. Et on fait la formation des chevaux de A à Z. On les achète quand ils ont entre 4 et 6 ans. Et ils font vraiment partie intégrante du spectacle. On a de nombreuses races différentes qui vont du frison, du comtois qui sont des gros chevaux de trait pour la voltige.
On a des chevaux ibériques, espagnols, portugais qui ont des belles aptitudes pour le spectacle. Les chevaux noirs, c'est ça, très fins, qui tournent à plusieurs, à 8 ou 10. Oui, Non, ouais, ouais. Et donc vous vous occupez des chevaux, voilà. c'est ce qui... la plus grosse partie de notre vie, c'est vraiment le travail avec les chevaux. Travailler avec les chevaux, la formation et les spectacles. Ils font partie omniprésente de notre vie et c'est eux qui nous rythment. Alors, on va parler des chevaux Ouais. aussi, parce que c'est très intéressant, votre amour des chevaux et votre considération envers les chevaux. Mais pour rester aux choses un peu terre à terre, vous êtes combien dans l'équipe du cirque aujourd'hui? Alors, la compagnie Alexigrus, aujourd'hui, c'est une énorme entreprise qui regroupe environ une centaine de salariés quand nous sommes à plein régime, parce que nous avons aussi un restaurant pour accueillir les spectateurs, pour qu'ils viennent déjeuner ou dîner avant le spectacle. Et il y a bien sûr toute l'équipe d'accueil, les artistes. Et après, ça fait comme un petit village où on a besoin de techniciens pour faire tourner le spectacle. Il y a une équipe de maintenance. On a aussi une institutrice qui est présente avec nous sur le site pour faire l'école aux enfants de la famille. Ah oui. Donc c'est vraiment toute une vie comme ça qui s'organise pour que nous puissions présenter nos spectacles au public. Et alors, donc c'est une centaine de personnes, très bien. Donc, parce que vous êtes nomades. Comment vous êtes des gens du voyage? Comment ça se passe? Comment vous définissez vous-même? Alors aujourd'hui, on s'est plus ou moins sédentarisé. On reste la moitié de l'année à Paris et, et après en été, on présente nos spectacles à Béziers. Donc votre spectacle a lieu du mois d'octobre Du mois d'octobre jusqu'au mois de mars à Paris. à un lieu fixe. Voilà. À Paris, à la porte de Passy, à côté du bois de Boulogne. Et ensuite, on a la chance d'être reçu dans la magnifique ville de Béziers, où on travaille tout l'été et on profite vraiment de cette effervescence touristique régionale pour pouvoir présenter nos spectacles et faire partie intégrante du paysage culturel de la région, quoi. D'accord. Et pourquoi Béziers? Euh, on cherchait un endroit pour présenter les Folies Grusses dans un cadre estival. Et il y a 5 ans, on a été invité pour faire un spectacle dans les arènes de Béziers dans le cadre de la Feria. Et notre spectacle a beaucoup plu et on a eu des très bonnes relations avec l'équipe municipale de la ville. Qui vous ont réinvité. Et ils nous ont dit, si vous voulez, si vous cherchez un endroit pour vous présenter en été, vous êtes le bienvenu à Béziers. Et on est très reconnaissant de M. Ménard et de toutes les personnes qui nous ont accueillis là-bas admirablement bien. Et alors, mais quand vous êtes soit à Paris, soit à Béziers, vous vivez dans des caravanes ou vous avez un appartement? C'est ça. Donc, même si on se déplace que 2 ou 3 fois dans l'année, on doit quand même garder une infrastructure mobile. Donc, on monte un chapiteau. À la fin de la saison, on doit tout démonter. Ah, vous démontez tout? On démonte tout, on n'a pas le choix. Parce que ce soit à Paris ou à Béziers, c'est un emplacement qui est mis à notre disposition, mais qui ne nous appartient pas. Nous avons un domaine dans le Vaucluse qui nous appartient, mais où on ne présente pas nos spectacles. On est en train là-bas de monter toute une infrastructure pour nos chevaux en retraite et pour qu'ils servent pour faire de l'équithérapie. Voilà, c'est un projet ambitieux qui demande du mécénat et qui est en train de se mettre en place. Et sinon, ouais, on vit en caravane et on se déplace les quelques fois nécessaires dans l'année. Et le fait d'être en caravane, ça nous permet toujours d'être au plus près du chapiteau, au plus près des chevaux et d'être toujours présent. Et donc, c'est combien de caravanes le cirque, les Folies Grusses? Alors, je n'ai pas compté le nombre de caravanes, mais il doit y en avoir au moins une vingtaine, parce que le personnel qui vit avec nous est aussi logé sur place. D'accord. Et puis vous avez des camions immenses pour transporter les structures, pour transporter les chevaux, évidemment. Donc, comment vous faites pour vous déplacer de Paris à Béziers? Déplacer notre cirque, c'est vraiment toute une logistique vraiment gigantesque. On travaille aussi maintenant avec des transporteurs, on essaye d'optimiser parce que c'est aussi beaucoup de frais. Il y a aussi une partie du matériel qu'on n'emmène pas dans le sud qui va dans une remise à côté de Paris, dans l'Oise. Oui, parce qu'il n'y a pas de chapiteau à Béziers? Ou c'est un chapiteau différent peut-être? Alors, on monte un chapiteau un petit peu plus petit, mais qui a quand même la même structure de base. Donc on doit amener une grande partie du matériel. Et c'est pas en plein air? Alors, J'avais vu des images, je crois. Ouais. toute la partie restauration, pré-show, c'est en plein air. Mais après, le spectacle est quand même sous chapiteau pour qu'on puisse présenter nos performances dans les meilleures conditions sans être vulnérable au vent ou à la pluie. Oui, forcément. Et
Vous faites combien de spectacles par semaine ou par an? Comment ça? Alors le rythme de spectacle varie en fonction des périodes de l'année. Le mois le plus chargé, c'est le mois de décembre, où on a pratiquement 2 spectacles tous les jours, avec même pas de jour de repos pendant les vacances. Donc ça, c'est un rythme très soutenu, qui est assez exigeant. Après, il y a des périodes un peu plus creuses, comme le mois d'octobre ou le mois de janvier, où on travaille systématiquement les week-ends, mais en semaine, ça varie entre les privatisations pour des événements, ou sinon, les moments où on n'est pas en spectacle, c'est là où on prend vraiment le temps de s'entraîner et de faire les travail sur nos créations. Oui, parce qu'il faut en plus préparer le spectacle de l'année suivante et préparer les chevaux. Hmm. Euh, la compagnie Alexis Grus, c'est vraiment une locomotive qui est en- en mouvement permanent, où chaque membre de la famille est un engrenage qui est complémentaire. Par exemple, mon père est le directeur artistique. C'est lui qui va être un petit peu le chef d'orchestre pour ce qui est création. Mon oncle, c'est l'homme d'affaires de la famille, donc il a la casquette de gérant de la société. Et c'est lui vraiment qui va prendre sur ses épaules tout ce qui est business. Et ma tante gère la logistique des écuries, qui est aussi, comme on veut que nos chevaux soient dans des conditions optimales en permanence, ça demande aussi un travail très considérable. Et après, les générations d'en dessous, donc il y a mon frère et moi qui avons passé la trentaine, qui prenons de plus en plus de responsabilités chaque année, dans le but de pouvoir Prendre la poursuivre suite. l'héritage familial. Et après, il y a toutes mes cousines et la génération d'après. Mon frère qui a déjà 2 petits garçons, moi, qui sont encore enfants, mais qu'on espère ils vont avoir cet engouement pour cet héritage. Et est-ce que tous les membres de la famille ont toujours été intéressés par le cirque ou est-ce qu'il y en a certains qui font complètement autre chose qui n'a rien à voir? Alors, ça arrive très rarement, mais parfois, il y en a qui prennent une voie différente. Donc, on leur en veut pas. On est bien placé pour savoir que dans la vie, il faut faire un métier qui nous passionne et qui nous transcende. Parce que c'est comme ça qu'on vit notre vie et la manière dont on est épanoui. Donc, je trouve que c'est dommage qu'ils veuillent faire autre chose par rapport à mes convictions. Mais après, c'est à chacun de décider la voie qu'il veut prendre. Bien sûr. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, et beaucoup plus de fenêtres sur l'extérieur, euh, c'est moins une évidence qu'avant pour les jeunes de ma famille ou de ce genre de famille de poursuivre, de poursuivre la voie pour laquelle ils sont nés. Bon, je dirais c'est comme tous les artisans, c'est comme l'artisanat, c'est-à-dire qu'autrefois ça se transmettait automatiquement. Aujourd'hui, bah, tout artisan a le souci de se dire est-ce que mon fils, ma fille va reprendre l'affaire, est-ce qu'au contraire ils vont faire autre chose. C'est un peu, dans le caractère de la modernité où les enfants vont essayer de faire autre chose. Dans ma famille, j'ai eu vraiment j'ai eu la chance, la grâce d'avoir eu une éducation exemplaire. Où on m'a transmis des valeurs fortes très tôt, que ce soit les valeurs du Christ, parce que je suis une famille de tradition catholique, mais aussi les valeurs du travail, et les valeurs aussi d'abnégation, où on apprend très tôt à se donner, à s'entraîner. Je regardais les spectacles quand j'étais petit, je voyais mes parents, mon grand-père faire des choses incroyables sur la piste. Ensuite, je les voyais s'entraîner. Donc, je comprenais que si je voulais les rejoindre, il y avait tout un travail à produire avant. Donc, on comprend très jeune que si on veut accomplir quelque chose, il faut avoir une vision sur le long terme. Quand on commence à apprendre à jongler, au début, ça paraît impossible, ou à tenir debout sur un cheval. Et on sait, d'ailleurs, mon oncle l'explique dans le spectacle, parce qu'on essaie aussi de raconter un petit peu l'histoire de notre famille, qu'il faut au minimum 7 ans avant de pouvoir commencer à faire un numéro de voltige équestre sur la piste. Donc on commence et on sait que dans 10 ans on fera ça, peut-être dans 20 ans j'arriverai à faire un salto arrière sur le cheval. Et c'est vraiment Et donc c'est un entraînement quotidien depuis le plus jeune âge pour réussir à évoluer au fur et à mesure. à évoluer et à se projeter surtout. Et ce qui est vraiment en contradiction avec les idéologies actuelles où il faut avoir tout de suite, où on va payer une formation de 60 heures pour pouvoir arriver à faire ça. Pour nous, c'est totalement abstrait. C'est- on- Alors par exemple vous, depuis quel âge vous êtes... C'est quand la première fois que vous êtes monté sur un cheval
première fois debout sur un cheval, Alors, etc. j'ai une photo de moi sur un cheval avec mon père, je me rappelle même pas, j'étais bébé. Donc D'accord. on grandit avec les chevaux, j'ai une enfance merveilleuse parce que euh, il y avait les chevaux, il y avait les spectacles. On grandit dans un milieu qui est fascinant, le milieu artistique. Et donc l'enfance, on essaye un petit peu tout, on s'amuse. Et à partir de 9-10 ans, c'est là où on se dit, bon, pour faire ce métier, il faut s'entraîner. Il faut instaurer la discipline et la rigueur. Et c'est là où on commence vraiment à s'entraîner dur, avec une constance, qu'on soit fatigué, Vous malade avez, ou quoi, ouais. vous avez quasiment un rythme et une façon d'être de sportif de haut niveau. Bah, Parce absolument. que là, vous avez un beau costume, donc on voit pas, mais en fait, vous êtes hyper baraqué. Et non, mais vous êtes un sportif, enfin, aussi, enfin, je sais pas quelle comparaison prendre, mais vous faites beaucoup de sport, j'imagine, tout le temps. Non, mais absolument, on a un rythme de vie d'athlète, Mhm. parce qu'on doit réitérer des performances à chaque spectacle, et les spectacles, c'est toute l'année. Donc, il faut qu'on s'entraîne en permanence, il faut s'entretenir physiquement, et en plus, nous, on se donne toujours le challenge de repousser nos limites pour pouvoir encore se dépasser et proposer des nouvelles choses au public pour les années suivantes. Donc, c'est un travail de tout instant. Alors, par exemple, là, c'est quoi votre prochain objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à faire que vous aimeriez faire? Euh, Si vous pouvez le dire. Bah oui, bien sûr, je vais le dire. Pour le prochain spectacle, je vais faire un salto arrière d'un cheval à un autre. Ah oui, debout sur un cheval, Ouais. salto arrière pour atterrir sur le cheval Voilà, suivant. il y a deux chevaux qui galopent l'un derrière l'autre. Je suis debout sur celui de devant. Je fais un saut périlleux arrière et j'arrive debout sur le cheval. Et vous avez déjà réussi à le faire? Oui, en entraînement, euh, j'y arrive pratiquement à chaque fois. Et mon but, c'est de le maîtriser assez pour le débuter dans le prochain spectacle. Parce que dans le spectacle, il faut que ce soit réussi à chaque fois. Il ne C'est peut ça. pas y avoir Donc le risque zéro n'existe pas. Ça peut arriver parfois en spectacle qu'on rate une figure. Mais l'intérêt, c'est, si jamais on rate, c'est de remonter sur le cheval et de la réussir. Hmm. D'ailleurs, l'année dernière, vous êtes blessé à un moment. Alors, comme un athlète de haut niveau, si vous êtes blessé, vous êtes abîmé la cheville ou Alors, le je genou? m'étais fracturé le ménisque Ah oui. Et donc, sur une mauvaise réception pendant un spectacle? voilà, pendant le spectacle. Et bon, Et comme vous avez fait dans ces cas-là, comme vous faites ça arrive très rarement qu'on ait une blessure qui nous mette hors jeu pour le spectacle. Parce qu'on prend quand même les mesures nécessaires, que ce soit au niveau de la musculation et des échauffements pour éviter les blessures. Mais là, ils ont dû réaménager le spectacle en urgence sans moi, sachant que chaque membre de la famille a vraiment une place à part entière, que ce soit dans la mise en scène ou dans la structure du spectacle. Euh, et donc forcément, ça manquait un petit peu. et ça a été une épreuve pour vous Pour moi, d'être privé d'être sur la piste, c'est terrible. C'était une souffrance. Je souffrais plus de ne pas pouvoir être sur la piste avec ma famille que d'avoir mal. Euh, Ça a c'est- duré combien de temps? Alors, normalement, j'aurais dû être en convalescence pendant 1 mois et demi avant de commencer à reprendre. Mais moi, le lendemain de l'opération, j'ai déjà recommencé à m'entraîner. Parce qu'en plus, je me suis blessé à un moment très problématique c'était 3 semaines avant le festival de Monte-Carlo. Et il faut savoir que le festival de Monte-Carlo, c'est un grand moment pour tous les artistes de notre profession. C'est un gigantesque concours où il y a tous les plus grands artistes du monde entier qui viennent concourir pour gagner les prix qui sont le clown d'or, le clown d'argent et le clown de bronze. D'ailleurs, vous avez gagné un prix. Et on a gagné le clown d'or. Vous avez gagné le clown d'or Voilà. malgré la blessure. Oui. Et Donc, c'est la première fois que vous passiez que vous participiez alors, à ce concours? mon grand-père avait déjà remporté un clown d'or à l'époque avec son travail avec ses chevaux et ma famille. Et là, c'était on revenait pour concourir à nouveau. Et Ah, donc, donc, c'est pas chaque année, vous êtes ah vraiment. non, Enfin, c'est pas chaque année du tout. Bah, Et vous avez- le festival est chaque année, mais il y a des sélections peut-être? les artistes sont sélectionnés, triés sur le volet chaque année. Et là, vous avez présenté le spectacle que vous faites chaque Alors, jour. on a présenté quelques numéros. Il y avait le numéro de jonglage à cheval de mon frère et moi. Et, et après, c'était les tableaux équestres avec toute la famille. Donc, on a été récompensé pour l'ensemble du travail
qu'on présente Félicitations. l'ensemble du travail de la famille Grus. Alors, justement, ça me fait penser à une autre question, parce que vous avez parlé des chevaux, et on va y venir, parce que j'aimerais qu'on parle, vous aimez, comme, on a compris que vous êtes passionné des chevaux, mais il n'y a pas de clown dans votre spectacle, il n'y a pas d'animaux sauvages, il y a que des chevaux, et du jonglage. Nous, on a toujours été spécialisés dans le savoir-faire équestre. Après, on a de nombreuses disciplines saltimbanques qui se mélangent à ça. D'ailleurs, les origines du cirque traditionnel, c'est ça. Faut savoir que notre espace scénique, la piste de 13 mètres, à la base, ça a été créé pour que les cavaliers militaires s'entraînent. Donc, ils s'entraînaient à remonter en selle dans ce cercle pour pouvoir évoluer sur le champ de bataille. Ils s'entraînaient à cabrer leurs chevaux, à leur faire des ruades et des cabrioles, justement pour pouvoir optimiser leur chance de survie. Parce qu'un cavalier qui était désarçonné était condamné. Un cavalier qui arrivait à remonter sur son cheval en mouvement, c'est un cavalier qui avait une chance de... Ah oui, d'accord. Donc et à un moment donné, c'était à la fin du XVIIIe siècle, il y a un cavalier militaire qui s'appelait Philippe Asselet qui a décidé d'utiliser ce savoir-faire, toutes ces techniques équestres pour faire du spectacle. Et donc il a monté un amphithéâtre autour d'une piste, il a mis des gradins et il y a ces cavaliers militaires qui ont présenté toutes leurs techniques acrobatiques sur chevaux en spectacle. Oui. Donc ça, c'est les origines du cirque. Et un jour, ils ont voulu donner plus de couleurs à ce spectacle-là, plus de diversité. Ils ont invité les artistes de rue, donc les saltimbanques, les jongleurs, les acrobates, les équilibristes, à venir s'intégrer au spectacle équestre des cavaliers. Et ça a créé le cirque traditionnel comme on le connaît aujourd'hui. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Par exemple, il n'y a pas de clown ou il n'y a pas de numéro de magie, enfin. Après, ça dépend. Nous, aujourd'hui, on amène les parties comiques d'une autre manière. Oui, parce qu'il y a tout un spectacle, toute une mise en scène, etc. Voilà. Mais ça, ouais. Après, il y a énormément de clichés qui sont véhiculés sur le cirque avec l'énorme clown très coloré avec le gros nez rouge et les perruques chatoyantes. Ça aujourd'hui, on le voit presque plus. C'est dans l'imaginaire collectif, mais dans la plupart des cirques qui sont modernisés et qui ont évolué, Il n'y a plus cette figure. la comédie est amenée différemment. Et voilà, ça fait partie aussi d'une époque qui est révolue. D'accord. Et les animaux sauvages, vous n'avez jamais eu? Non, nous, ça a toujours été le cheval qui était au cœur de nos spectacles. Donc vous n'êtes pas du tout concerné par les polémiques qu'il y a pu avoir, C'est ça. des gens qui ont critiqué les cirques, effectivement, les traitements des animaux. Donc, je vais vous donner une comparaison qui va vous parler. Euh, c'est à cause d'une énorme minorité de prêtres malveillants, il y a eu toute une décrédibilisation de l'Église et une médiatisation très négative. Pour le cirque, ça a été exactement la même chose. Il y a eu quelques individus qui s'occupaient mal de leurs animaux, qui les ont maltraités. Et tout de suite, ça a pris des proportions énormes. Et les gens ont commencé à faire des amalgames sur tous les dompteurs, sur tous les gens qui présentaient des animaux en spectacle. Alors que, précisément, vous, le soin que vous apportez aux chevaux, et c'est quelque chose de tout à fait Nous, particulier. le confort du cheval, c'est au centre de notre vie. Alors, on va parler des chevaux, mais juste une idée qui me vient en tête. Il y a aussi un aspect très important de votre spectacle, c'est la musique. Il y a tout un orchestre. Et vous jouez des instruments. Vous faites de la trompette, vous faites de la guitare électrique. Moi, je fais de la batterie. Ah, de la batterie? Ah, c'est peut-être votre frère alors qui fait. Ouais, mon frère joue de la guitare. Ah, voilà. Mon père est un trompettiste Voilà. extraordinaire. D'ailleurs, il va jouer au caveau de la Huchette tous les dimanches soirs. Un grand club de jazz parisien. Donc vous êtes aussi des musiciens hors pair. Ça, c'est incroyable. Non seulement athlète de haut niveau, musicien. On a l'éducation musicale, ça fait aussi partie de notre cursus artistique. On apprend une palette de disciplines qui est diverse et variée, que ce soit la voltige, le jonglage. Et on apprend aussi à jouer d'un instrument de musique. Et ça permet aussi que ce soit juste une famille d'artistes qui puissent présenter un spectacle différent chaque année et toujours se renouveler. On a énormément de cordes à nos arcs. Mais qui écrit la musique, par exemple? C'est vous-même? Ou vous jouez des morceaux qui existent déjà ou... Ça dépend. Pour le spectacle actuel, c'est que des musiques originales. Et mon père a travaillé avec un compositeur. Donc ils ont écrit les musiques exprès pour le spectacle. Donc voilà, selon les créations, on
on s'associe à des gens aussi qui ont une expertise dans certains domaines pour pouvoir justement aussi élever nos standards. On a travaillé avec Grégory Antoine, qui est un metteur en scène aussi qui vient du théâtre et du monde de la comédie musicale, qui a imaginé toute notre scénographie. Donc lui, il s'est utilisé les logiciels Pour les lumières, pour les voilà. sons, etc. Il a fait aussi la création lumière. Mon père a travaillé avec un compositeur et parolier pour écrire des chansons sur le spectacle que lui avait imaginé. Et pour chanter ces chansons, on travaille avec deux comédiens, Xavier Ducrot et Candice Paris, qui vont raconter l'histoire de nos familles en chansons. Tout à fait, d'accord. Et alors, et vos spectacles racontent du succès? Le succès que vous attendez? Les spectacles sont pleins ou au contraire vous aimeriez qu'il y ait davantage? On aimerait toujours qu'il y ait plus de monde, mais aujourd'hui, on a une fréquentation très satisfaisante. Euh, on a, Il y a combien de personnes qui viennent par spectacle à peu près? le spectacle qu'on joue actuellement depuis 2 ans, il a comptabilisé 450 000 spectateurs en 2 ans. Ah oui. Donc, ce qui est relativement satisfaisant. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vraie notoriété. On fait vraiment partie du paysage culturel français. Et, Et est-ce que votre métier, votre activité est reconnue vraiment comme un art et comme une spécificité culturelle française? alors, avant, le cirque dépendait du ministère de l'Agriculture. Ah bon? Et c'est mon grand-père, Alexis Grus, quand il est arrivé à Paris en 1974, qui a travaillé avec Sylvia Montfort pour donner vraiment une valeur à cette institution qui est le cirque. C'est lui qui a réussi, en travaillant avec Jacques Lang, à le faire passer du ministère de l'Agriculture au ministère de la Culture et à donner cette vraie reconnaissance du cirque comme forme d'art à part entière. Alors venons-en aux chevaux. Donc, vous avez déjà dit à plusieurs reprises que vraiment les chevaux sont partie constitutive de votre art, de votre savoir-faire et de votre vie quotidienne. C'est-à-dire que les chevaux, vous les achetez, vous avez dit, quand ils sont jeunes, et ensuite vous les gardez avec vous toute leur vie. Euh, on- Vous les éduquez comment? Vous les dressez comment? alors, la relation entre l'homme et le cheval, c'est quelque chose d'extrêmement épanouissant. Le cheval, c'est un animal très noble. euh, et il nous ramène toujours à une certaine dignité. Une dignité que les gens ont tendance à perdre aujourd'hui. On apprend énormément du cheval en permanence. Il nous apprend à être à l'écoute. Il nous apprend à être juste dans la parole et le geste. Et, euh, et surtout, le cheval nous apprend à donner avant de recevoir. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, donner des exemples par exemple? Euh, Pour ouais, illustrer ouais, bien ce que sûr. vous dites. Un des piliers de notre travail avec les chevaux, c'est la confiance et le respect. Donc il faut qu'un cheval soit serein et soit à l'aise avec l'écuyer pour qu'on puisse, pour qu'on puisse lui apprendre des disciplines et faire marcher sa réflexion. Et c'est à nous d'analyser le comportement du cheval, de voir comment il réagit et ensuite pouvoir lui faire développer ses aptitudes par rapport à ça. Et donc vous connaissez par exemple tous les chevaux par leur nom? Je connais leur nom, je connais leurs petits traits de caractère, je pourrais les reconnaître, à leur silhouette dans le noir. Ah oui. Ouais. Et eux ils vous reconnaissent aussi? Oui, bien sûr. On, on crée vraiment des relations privilégiées avec les chevaux. Parce que vous avez Ouais. combien de chevaux au total? Nous avons 50 chevaux. 50 chevaux, oui, ça fait quand même beaucoup. C'est pas. Évidemment, son chien, quand on a un chien, on le connaît, il nous reconnaît, voilà, mais sur 50, c'est. Ben, on passe toute notre vie avec. Euh, euh, tous les matins à 7h30, avec ma famille, on se retrouve aux écuries. Pour nourrir les chevaux, pour les. Et puis on commence, on commence les entraînements. Et puis ça demande aussi énormément de. Il faut qu'on leur donne, faut qu'on leur donne de la tendresse, de l'attention pour que ensuite ils nous le rendent. Et ils vous rendent. Qu'est-ce que vous appelez qu'ils vous rendent de la tendresse et de l'attention? Hmm. Ben, à partir du moment où. Comment l'expliquer? Sur la piste, peut-être ou Euh,
à un moment donné, le cheval aussi, il va être content d'exécuter ce qu'on va lui demander. Et après, il va venir nous voir pour, euh, pour avoir sa caresse et recevoir la reconnaissance qu'on va lui donner. Est-ce que parfois ils sont pas contents de le faire? Euh, non, ça arrive très rarement. Le Est-ce que cheval, parfois ils se rebellent, ils se laissent pas faire? alors, on on n'a jamais deux spectacles qui se passent de la même manière parce que le cheval, bien sûr, il n'a pas de conscience professionnelle. Lui, il va rentrer sur la piste avec son humeur et ça va être à nous justement de s'adapter par rapport à la manière dont le cheval va réagir, va écouter pour que le numéro se passe de la meilleure manière possible. Mais après, c'est très rare que le cheval soit vraiment dans un état où il ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Sinon, c'est peut-être qu'il est effrayé par quelque chose ou qu'il a été surpris, qu'il a été déconcentré. Et ça va être à nous de le recadrer pour que ça se passe bien. Et est-ce que les chevaux, parce que quand on regarde le spectacle, en fait, les numéros s'enchaînent, etc. Est-ce que les chevaux, ils savent qu'ils vont bientôt rentrer sur la piste? Est-ce qu'ils ont, disons vous dites qu'ils n'ont pas une conscience professionnelle, mais est-ce qu'ils ont une sensation un peu d'être des acteurs aussi du spectacle? Le cheval, quand il entend la musique qui passe avant son entrée en piste, le numéro d'avant, il sait déjà Bien sûr. que ça va être son tour, parce qu'il connaît le spectacle. Chaque cheval a vraiment son rôle à part entière, ils ne sont pas interchangeables. Comme on va essayer de tirer vraiment le meilleur de chaque cheval, de sublimer ses aptitudes, on ne peut pas faire faire un cheval de trait ce qu'on va faire faire un pur sang arabe, parce qu'en plus, selon les races, ils ont des morphologies et des capacités différentes. Et le cheval, on sent vraiment qu'il a une excitation, une petite euphorie avant d'entrer sur la piste. Parce qu'en plus, nous, on fait des numéros très, très dynamiques où les chevaux, la plupart du temps, travaillent en liberté. Et ils ont une vraie envie de présenter ce qu'ils savent faire. Quand un cheval se tient en équilibre debout, cabré sur ses postérieurs, qu'il est là comme ça, il tient, il garde l'équilibre, on voit qu'il se régale. Et qu'il est Ouais. fier d'avoir accompli le numéro. Ouais. Et puis même, ils ressentent les applaudissements du public. Ah oui, Ça leur apporte quelque chose. Ouais, ils ont vraiment ce sentiment de fierté. d'accord, donc ce sont vraiment des acteurs, ils font un numéro, Oui. ils sont vraiment partie prenante du... Et alors, vous avez, une fois, parce que, déjà, par exemple, vous, quand vous faites les numéros d'équilibriste sur le cheval, de jonglage debout sur le cheval, c'est toujours le même cheval que vous utilisez à chaque numéro? Toujours. D'accord. Vous ne pourriez pas prendre Ouais. un autre cheval, enfin, il n'y a pas deux chevaux qui sont entraînés la même chose? Pour former un cheval de voltige, ça prend plusieurs années. Parce qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Comme déjà c'est une discipline qui est très dangereuse, il faut que le cheval soit sûr. Et nous, on lui apprend à garder un galop régulier, à ne pas changer d'allure parce que nous, après, ça va nous déséquilibrer. À être en parfaite sérénité pour ne pas être effrayé par ce qui peut se passer autour de la piste. Parce que si le cheval prend peur et qu'il fait un écart pendant qu'on fait une figure, là, nous, on peut se blesser. Parce que quand on est debout sur la croupe du cheval, on est quand même assez haut. En plus, il y a l'inertie. Donc il y a vraiment tout ce travail de mise en confiance du cheval, où le cheval sait qu'il doit garder son galop. Et puis après, il y a une complicité où le cheval ne va pas être un outil de travail, mais ça va être notre véritable partenaire. Lui, c'est le porteur et nous, c'est le voltigeur. Et on va utiliser le mouvement du galop du cheval pour, comme tremplin, par exemple, pour faire des sauts, ou quand on va faire les figures comme les sauts debout, où nous, on court et qu'on saute, on arrive debout sur la croupe du cheval pendant qu'il galope. Il va falloir qu'on calcule le galop du cheval et sa vitesse pour pouvoir prendre le bon axe sur la piste et sauter au bon moment où la coupe descend pour pouvoir amortir et arriver. Ah oui, ça a l'air simple, quand on vous voit faire, ça a l'air très simple, mais en fait, c'est un travail de précision et En- au final, subtilité. je dirais même pas que c'est simple parce qu'on a beau faire un nombre de spectacles très conséquent dans l'année, chaque spectacle est un défi où on a une performance à réitérer. Et une des choses les plus dures dans notre métier, c'est d'être constant. La différence avec un sportif qui va s'entraîner pour une compétition, les Jeux Olympiques par exemple, c'est tous les 4 ans, il va devoir s'entraîner pour pouvoir être au top à un instant T. Alors que nous, les spectacles, c'est toute l'année, et parfois on est fatigué, même on est malade ou blessé, parce que la plupart du temps, on a des blessures, mais qui ne nous empêchent pas de faire le spectacle.
Et il va falloir quand même assurer et tout donner pratiquement tous les soirs. Et je pense que c'est une des choses les plus exigeantes de notre métier. La Mais constance. on a une vraie... on respecte tellement notre public qu'il n'y a pas une fois où on va rentrer sur la piste de manière anodine. On va vraiment se donner à 200% à chaque fois. Et je pense aussi que c'est pour ça que les spectateurs nous remercient. On a une vraie philosophie dans notre famille, et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui la partagent. On ne veut pas juste faire du divertissement, on veut véhiculer des valeurs. Chez nous, on a les valeurs de la famille, qui sont très importantes. Les valeurs de persévérance, que si on rate un exercice, on va le refaire pour montrer que c'est pas grave de trébucher. Ce qui compte, c'est de se relever et de retenter le coup. On a aussi, on met toujours l'accent de présenter le drapeau français dans le spectacle. Oui, un Ouais. immense drapeau français Un que vous grand portez drapeau français de 10 mètres. debout sur le cheval. Voilà. Ouais. Et on essaie vraiment de passer tous ces messages extrêmement positifs. Et je pense qu'ils sont salutaires pour le bon fonctionnement de la société. Ah, vous avez tout Ouais. à fait raison, c'est clair, c'est des valeurs de tradition, Ouais. de transmission, de Ouais. famille, de savoir-faire français, même de Ouais. patriotisme. C'est- Thomas d'Aquin disait, qu'est-ce qu'il disait il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Tout à fait, exactement. Et donc c'est de la philosophie qui vous guide. C'est ça. On ne veut pas juste divertir les gens, on veut leur partager ce qu'on a sur le cœur. Et vous sentez que les gens sont réceptifs et qu'ils repartent du spectacle édifiés. Ce qui nous touche le plus, c'est quand les gens nous remercient à la fin du spectacle. Ça montre vraiment que l'artiste a vraiment une place à part entière dans le bon fonctionnement d'une société. D'ailleurs, ce qui reste des civilisations qui ont disparu, c'est tout c'est la culture. Bien C'est sûr. les œuvres d'art, l'architecture, la musique. Et donc, Ce qui se transmet d'ailleurs de génération en génération. pour nous, c'est un honneur, un privilège et aussi une responsabilité en tant qu'artiste de pouvoir continuer à faire vivre, à sublimer la création du Seigneur à travers notre travail. Alors justement, c'est l'occasion de passer à un autre point qui nous intéresse ici, et la raison pour laquelle je vous ai invité finalement. J'ai fait votre connaissance non seulement parce que j'ai vu votre spectacle, parce que vous m'avez invité, mais aussi parce que vous avez fait le pèlerinage de Chartres à la Pentecôte l'année dernière. Mais non seulement vous avez fait le pèlerinage de Chartres comme un pèlerin de Paris à Chartres, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est 3 jours de marche, 100 km, c'est assez difficile. Pour moi, c'est pas grand-chose. Voilà. Ceci Ouais. dit, vous avez, en plus de ça, vous avez porté sur vos épaules une croix en bois. Est-ce que vous voulez nous parler de cette croix en bois? Parce que je crois vous m'avez expliqué qu'elle est très, très importante pour vous. Euh, dans notre famille, tous les ans, on organise une grande messe à Noël, une messe de minuit, dans notre chapiteau, où on invite les spectateurs qui sont venus voir le spectacle à rester pour célébrer la naissance du Christ avec nous. Donc, après le spectacle. Après le spectacle. D'accord. Nous, comme on est en famille toute l'année, on n'a pas cet impératif de se rassembler en famille à Noël. Donc ce qu'on fait, on invite les gens dans notre famille pour pouvoir célébrer Noël avec nous. Et on a vraiment l'amour du Christ est omniprésent chez nous. Et ça, c'est votre grand-père qui l'avait institué ou c'est plus ancien? C'est mon grand-père qui avait commencé à organiser les messes de minuit sous son chapiteau. Et notre chapiteau se transforme en cathédrale et c'est plein chaque année. Et donc la croix en question? Donc c'est une croix qu'avait fabriqué le mari de ma nourrice, qui était menuisier, qui s'appelait Joseph, et qui est au centre de la piste au moment de la messe chaque année, depuis plus de 40 ans chez nous. Et donc c'est une croix qui a vraiment beaucoup de valeur, qui nous suit, qui suit l'évolution de ma famille, qui a été là pour les naissances, pour les moments un peu plus tragiques aussi. Et donc, en hommage à mon grand-père, parce que le pèlerinage de Chartres aussi, j'ai voulu aussi lui rendre hommage. Parce qu'il est décédé au début de l'année 2024. Il nous a quittés au mois d'avril. Ouais, donc le pèlerinage de Chartres, c'était 2 mois après.
Donc j'ai voulu porter la croix pour lui rendre hommage et amener cette croix qui lui était si chère jusqu'à la cathédrale de Chartres. Et justement, votre grand-père, il représentait quoi ou il représente quoi encore pour vous de plus que ce que vous avez dit de l'héritage familial? Mon grand-père, ça restera toujours ma plus grande inspiration, que ce soit dans ce qu'il m'a légué au niveau spirituel, au niveau artistique et avec l'éducation qu'il m'a donnée. C'est quelqu'un qui a toujours été très exigeant, mais c'est une exigence qui était toujours portée par la bienveillance. Il voulait le meilleur pour sa famille et, il a vraiment tout fait pour nous transmettre les valeurs les plus essentielles de la vie pour que sa famille puisse prospérer. Et, donc j'ai énormément de gratitude pour l'éducation qu'il m'a donnée. Encore aujourd'hui, j'ai toutes ces phrases, toutes ces citations, toute sa philosophie qui me drive au quotidien. Parce que c'était en plus quelqu'un de de très instruit. Il avait de très pieux aussi. Il m'a beaucoup inspiré sur mon cheminement spirituel. Et il est toujours omniprésent. Quand on est en spectacle avec ma famille sur la piste, on sent qu'il est là. On sent son regard. Et je sais qu'il regarde chaque spectacle et qu'il est toujours présent. Et donc, il s'appelait Charles aussi. Non, Alexis. Alexis Bruce. D'accord. Ouais. Parce que il y a un peu des prénoms. Il y a quelques prénoms qui reviennent. Votre frère s'appelle comment, par exemple? Mon frère, c'est Alexandre. Alexandre, d'accord. Et votre père? Mon père, c'est Stéphane. Stéphane, d'accord. Et donc voilà, vous avez fait ce pèlerinage en portant cette croix pour rendre hommage à votre grand-père. Quelle est la place de la religion, de la foi chrétienne dans votre vie personnelle et dans la vie de votre famille? Est-ce que vous êtes, vous, plus religieux que les autres? Alors, personnellement, je suis plus impliqué dans la foi que la génération au-dessus. La génération de mon père, mon oncle et de ma tante, ils sont un petit peu moins pratiquants. C'est un peu le symptôme De la génération, de la suite ouais. de Vatican II, tout ça, où il y a eu une baisse de la pratique. Mais bon, je pense que c'est assez généralisé en France. Voilà, ils ont été dans la continuité de ça. Et moi, je suis vraiment, depuis 4 ans, je suis revenu à l'église traditionnelle. Je vais à la messe tridentine tous les dimanches. Ah oui. Donc j'y vais le dimanche soir, parce que le matin, je m'occupe des chevaux. Donc ça me fait des journées bien remplies. Et vous voyez une continuité entre peut-être les rituels de la messe tridentine et la ritualité de l'art que vous mettez en œuvre? Pourquoi j'ai cet attachement particulier à la liturgie tridentine, c'est par rapport à déjà le côté tradition, parce que c'est de la même manière où on vit notre vie avec ma famille. On a cette vraie problématique de continuité de Transmission. de ce qui nous a été donné par nos aïeux. Et il y a aussi cette rigueur dans la liturgie, où ça demande une vraie implication personnelle pour prier en latin, connaître les prières. Et aussi ce fait de mettre l'accent sur la beauté de la liturgie. C'est vraiment ces trois axes qui sont en corrélation avec la manière dont ma famille et moi vivons au quotidien, qui font que j'ai cet attachement particulier à la messe en latin. Et vous trouvez donc qu'elle vous inspire davantage et que ça donne un sens peut-être transcendant à vos activités quotidiennes? Ouais, absolument. Pour moi, c'est un plaisir de savoir qu'à la fin du spectacle du dimanche, je vais aller à la messe après. Et vous avez parlé de beauté. On pourrait conclure là-dessus. Vous avez cette volonté de transmettre le beau. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, transmettre le beau? Vous avez parlé de rigueur, vous avez parlé d'exploits sportifs, etc. Mon grand-père disait que l'art, c'était... il avait plusieurs définitions de l'art, donc je vais dire les deux. L'art, c'était sublimer le naturel de la nature.
Sublimer le naturel de la nature. Vous savez que ça vient d'Aristote. Aristote dit l'art sublime la nature. C'est magnifique, donc c'est une réappropriation d'Aristote. Et alors, il entendait quoi par là? C'est par notre travail euh, de prendre euh, la création de Dieu qui est le monde et grâce au don qu'il nous a donné, d'en faire quelque chose de beau, de bon, d'authentique. Vraiment d'élever justement l'homme vers, vers quelque chose de transcendant, vers une verticalité qui éventuellement le rapprocherait de lui. Est-ce que vous sentez que dans vos spectacles, vous transmettez cette transcendance? Euh, dans tous les cas, en tant qu'artiste, on œuvre pour un idéal qu'on n'atteindra peut-être jamais parce qu'on veut que chaque spectacle soit parfait. Mais euh, c'est, la perfection est impossible à atteindre car elle est divine. Seul Dieu est parfait, bien sûr. Oui. Mais c'est justement cette recherche constante d'un idéal, que ce soit un idéal de vertu ou un idéal de beauté qui va justement nous diriger, nous rapprocher de Dieu. Effectivement, déjà, on pourrait parler de la parabole des talents. Chacun a des talents et Dieu nous appelle à faire fructifier nos talents. Et puis, dans la transmission aussi, c'est magnifique. Non seulement la transmission dans votre famille, mais aussi ce que vous partagez autour de vous, la vertu. Je parlais d'Aristote tout à l'heure. Enfin, votre grand-père utilisait Aristote, mais Aristote, une notion fondamentale, c'est la notion de vertu. Et la vertu, c'est quelque chose qui s'acquiert par la répétition d'actes petit à petit, et quelque chose qui devient comme une seconde nature, dit Aristote. C'est comme apprendre à jouer du piano ou apprendre à faire de la voltige sur un cheval. En fait, il faut petit à petit répéter les actes jusqu'à ce que ça devienne aisé et qu'on trouve même du plaisir à faire le bien. Et on peut ajouter l'autre citation de mon grand-père, par contre, qui a été vraiment créée par lui. C'est l'art, c'est le travail effacé par le travail. Donc c'est par une répétition, par une maîtrise, euh, la difficulté ne peut plus se percevoir. C'est pour ça que euh, euh, quand on voit un artiste maîtriser complètement son art, ça a l'air facile, Ça a l'air facile. Ouais. on a l'impression que tout le monde peut le faire. Et c'est aussi dans cet effacement d'impression de difficulté qu'on va trouver de la légèreté, de la fluidité et donc de la beauté. Tout à fait, exactement. Et vous disiez en commençant, et je reprends ce que vous disiez, c'est que dans un monde où on veut tout immédiatement, où on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir sans effort, finalement ce que vous transmettez peut-être majoritairement, c'est que la beauté, l'art, la grandeur, la noblesse nécessitent un don de soi, un engagement, et une répétition, et un effort, et un sacrifice aussi. Euh, Tout ce qui est précieux nécessite un sacrifice. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un travail de tout instant de maintenir une famille unie et harmonieuse. Il y a toujours des forces qui œuvrent pour essayer de diviser. D'ailleurs, c'est l'étymologie du diable, c'est celui qui divise. Exactement. Et Diabolos. c'est à nous de s'armer justement de l'armure de Dieu, donc par les saints Paul, pour œuvrer, pour garder cette famille unie. Parce une famille unie et qui œuvre de commun pour un même idéal, c'est quelque chose d'extraordinaire et quand on est tous ensemble, on est inébranlable. Et justement, je pense que euh, ils essayent de casser ça, de casser cette unité pour pouvoir en faire des individus isolés et beaucoup plus manipulables. Bien sûr, c'est l'œuvre du diable de diviser les individus et ceux qui, on peut dire, la société contemporaine déteste la famille. Ça, c'est la famille. Et pourquoi aussi il y a une vraie propagande anti-chrétienne parce que quand il y a une église remplie de personnes à genoux, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Et c'est le même principe. Ils essaient vraiment de détruire le fait que les gens croient en des valeurs transcendantes pour pouvoir les manipuler, en faire ce qu'ils veulent, des consommateurs ou je ne sais trop quoi. Donc vous luttez contre ça en ayant une famille unie et en vous sacrifiant pour cet art que vous voulez transmettre et pour la beauté que vous voulez transmettre. Et donc ça demande un travail permanent, que ce soit physique ou un travail d'abnégation, de résilience aussi. On a énormément de respect pour la hiérarchie dans la famille. Mais tout ça pour quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire de faire prospérer un héritage que j'ai eu la grâce de recevoir.
Magnifique. Quelle serait une phrase de l'Évangile qui vous guide pour conclure et que vous pourriez transmettre à d'autres? Euh, une des phrases qui me parle le plus de mon Seigneur Jésus-Christ, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est exactement de cette manière-là dont je vis ma vie, où je donne tout, je mets de côté mes intérêts personnels pour ma famille et pour apporter quelque chose de positif au monde. Eh bien, je vous remercie. C'est magnifique parce que c'est le cœur du christianisme finalement. Aimer, c'est pas profiter ou jouir. Aimer, c'est se sacrifier et se donner comme le Christ l'a fait pour les hommes. Merci beaucoup pour ce témoignage tout à fait passionnant. Moi, depuis que je suis petit, j'aime le cirque et j'ai toujours apprécié. Le cirque est universel, comme le catholicisme. Bravo. Merci beaucoup Charles pour ce témoignage et ce beau témoignage sur la foi et sur votre métier, votre passion. Et on invite tous ceux qui nous ont écoutés à aller voir vos spectacles, le spectacle de Les Folies Grusses. Très bien. Merci à tous pour votre écoute de cet épisode. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité pour cette émission pour une fois. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.